On va parler de la saga André Boisclair, parce que les médias de Québécois ont des révélations fracassantes aujourd'hui à propos de l'ancien chef du Parti québécois, selon les journalistes de Québécois. Quand M. Boisclair a été délégué général du Québec à New York, mais une plainte avait été faite au gouvernement concernant l'usage de drogue et la présence de jeunes dans son entourage. Ces révélations arrivent 10 jours après le dépôt d'accusation de nature sexuelle contre M. Boisclair pour une affaire qui remonte à 2014. Et aujourd'hui, la députée indépendante de Marie-Victorin, ancienne militante du Parti québécois, Catherine Fournier, a publié un texte dans ses médias sociaux sur les histoires qu'elle entendait à propos de M. Boisclair quand elle a commencé à militer au PQ. Et elle interpelle les partis en les invitant à une réflexion. Madame Fournier est au bout du fil. Catherine Fournier, salut. Bonjour. Sans rentrer dans les détails, peut-être nous résumer ce que vous expliquiez là, sur ce que vous aviez entendu comme jeune militante de 19 ans au Parti québécois à propos de M. Boisclair. En fait, c'est ce que je dénonce, c'est la culture du silence au sein des partis politiques parce que, effectivement, si je prends mon exemple personnel, j'ai commencé à militer au Parti québécois, ça fait une dizaine d'années. À ce moment-là, M. Boisclair n'était plus le chef du Parti québécois. Mais malgré tout, très rapidement, dans les cercles militants, j'ai commencé à entendre toutes sortes de rumeurs dès l'époque de sa course à la direction, par exemple. Puis c'est sûr qu'avec les allégations qu'on entend aujourd'hui, ça pose des questions. Dans le sens où, si moi, une jeune militante fraîchement débarquée au parti à 19 ans, j'ai entendu ce genre d'écho, vraiment pas aussi grave, en fait, que ce qu'on apprend aujourd'hui, bien sûr, mais quand même, j'ai de la difficulté à croire qu'il n'y a pas eu un son de cloche de cette nature-là dans les plus hautes instances du parti. Puis ça m'amène à un questionnement de qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a vraiment des vérifications qui se sont produites au sein du parti? Puis là, aujourd'hui, on parle de M. Boisclair, mais ça pourrait être le cas de quelqu'un d'autre dans une autre fonction, dans un autre parti politique. Le problème dans tout ça, c'est que les partis, puis les militants aussi, à quelque part, n'ont pas intérêt à se faire éclabousser par une histoire de ce genre-là. Donc, malheureusement, il n'y a pas nécessairement de recours possible. Puis souvent, les militants sont bien impuissants par rapport aux histoires qu'on entend parce que, ça peut être fondé, comme dans le cas, par exemple, de M. Boisclair, ça peut être infondé aussi. Mais ce que je revendique, en fait, ce serait d'avoir justement un canal peut-être indépendant, externe au sein des partis politiques. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à préserver l'image du parti qui pourrait recueillir de façon anonyme les témoignages là, que ce soit des militants, mais aussi des employés du parti ou même d'autres élus. Mais dites-moi, vous savez que c'est un équilibre très, très délicat. Il peut y avoir toutes sortes de bruits sur toutes sortes de personnes. Et là, vous l'avez dit, ce que vous aviez entendu à propos de M. Boisclair était pas dans les eaux de ce qu'on entend actuellement. Comment un parti peut-il intervenir auprès de quelqu'un quand ça concerne sa vie privée, puis on n'est pas dans le domaine du droit criminel? C'est clair que c'est super sensible comme enjeu, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on peut réellement rester les bras croisés ou est-ce qu'on doit s'assurer de donner des outils justement qui permettent non pas de faire des procès sur la place publique, c'est pas du tout l'intention derrière l'idée que je soumets, bien au contraire, mais il me semble que quand il y a un mot qui se passe de façon aussi soutenue, il y a quand même une certaine anguille sous roche, du moins qui mérite d'être vérifiée. Donc, le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un peut-être qui agisse en tant que, ombudsman au sein du parti, ou peut-être même que ça pourrait être une instance qui relève du directeur général des élections, de l'Assemblée nationale, je sais pas trop, quand j'ai écrit ça, je réfléchis ça à haute voix, mais clairement, il me semble qu'il pourrait y avoir une instance qui recueille de façon anonyme les témoignages des militants, des élus ou des employés politiques qui peuvent entendre certaines choses, mais parfois on ne sait pas trop d'où ça vient, est-ce que c'est fondé. Donc, quelqu'un qui pourrait faire des vérifications à l'interne, à la limite s'entretenir avec les personnes peut-être visées, puis au moins s'assurer que les gens qui pourraient avoir été victimes aient tous les outils en main pour pouvoir porter, s'il y a lieu, des accusations, ou du moins être soutenus aussi, peut-être de façon psychologique, c'est plutôt le choix qu'ils font. Avez-vous l'impression qu'en 10 ans, les partis ont évolué? Il y a eu toute la saga du député Sklavounos, le député libéral. Est-ce que les partis sont mieux équipés aujourd'hui pour faire face à des comportements, disons, qui sont répréhensibles de la part de députés? J'ai l'impression que les partis sont plus sensibilisés. Les militants aussi, je sais que c'est des discussions. Par exemple, moi, j'avais déjà eu des discussions en ce sens-là avec des gens au Parti québécois, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'instances qui ont été mises sur pied
d'instances neutres, j'entends, parce que bon, souvent dans les partis, en fait, c'est les whips, donc les responsables de la discipline qui sont, si on veut, responsables de recueillir ce genre de témoignages-là. Mais j'ai l'impression que si ça reste à l'interne, avec des gens qui ont justement des intérêts un peu à faire taire ou à faire peut-être passer sous silence certaines situations, on réussira pas à lever le voile puis à libérer la parole des gens qui pourraient avoir quelque chose à dire. Parce que je me souviens de M. Trudeau à l'époque où il était chef de l'opposition. Il avait agi contre 2 députés. On avait apporté à son attention des comportements. Puis écoutez, il n'a pas eu besoin d'un ombudsman, il n'a pas eu besoin du whip. C'est lui qui a pris la décision de les suspendre. Oui, tout à fait. Il y a eu ce cas-là. En même temps, je pense que ça pourrait quand même être utile sans passer directement par le chef du parti, parce que vous savez, les situations peuvent être complètement diverses sans nécessairement avoir un témoignage direct. Comme je le disais, parfois, c'est des choses qu'on entend. Ben, si quelqu'un d'indépendant du parti peut recueillir ce genre de témoignages-là de façon anonyme, ben, parfois, ça permet de faire certaines équations ou même que ça peut amener à se poser d'autres questions, amener sur d'autres pistes, donc de faire des vérifications qui s'imposent. Parfois, bien sûr, peut-être que ce sera infondé, mais peut-être qu'on pourrait éviter des situations malheureuses de cette façon-là. OK, je vous amène sur un autre sujet. Catherine Fournier, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous portiez le dossier de la régularisation du statut des anges gardiens qui travaillent en CHSLD, là, qui sont des demandeurs d'asile au Québec depuis pas très longtemps. C'était il y a 3 semaines. On en est où là-dedans? Mais en fait, bonne nouvelle, le gouvernement, quand on s'était parlé, justement, avait changé de ton, avait ouvert la porte là, à accepter ces demandeurs d'asile comme immigrants. Il y a eu des discussions, de ce que je comprends, avec le gouvernement fédéral qui a manifesté son ouverture hier. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je suis assez confiante à ce niveau-là. Par contre, quand on veut dire merci aux demandeurs d'asile, je pense que oui, il y a la question du statut qui est fondamentale, mais plus largement, puis ça s'applique pas seulement aux demandeurs d'asile, mais quand on pense à toutes les personnes qui œuvrent comme préposés aux bénéficiaires dans notre réseau de la santé au Québec, et qu'on sait qu'il y a un grand nombre d'entre eux qui sont aux mains d'agences privées de placement de personnel qui offrent des salaires plus bas que dans le réseau public, qui n'ont pas non plus de conditions de travail nécessairement intéressantes comme des avantages sociaux ou qui se ramassent, on va se le dire, là, avec les horaires dont personne ne veut. Je pense que ce serait la responsabilité du gouvernement en fait de dire si on veut que ces personnes-là soient bien traitées parce qu'elles le méritent, d'offrir un emploi dans le réseau public à ces gens-là afin de contrecarrer les agences de placement dont certaines avec tout le salaire qui vient avec, là, qu'il n'y ait pas une cote qui est prise par l'agence privée. Là. Ben, exact, parce que vous savez, là, le gouvernement a limité depuis quelques semaines, le gouvernement limite le salaire facturé par les agences de placement pour l'emploi de préposés aux bénéficiaires à 35 $ de l'heure. On fera pas de cachette. Il n'y a pas une préposée qui travaille pour une agence qui gagne 35 $ de l'heure. Bien souvent, en fait, on va leur offrir 14, 15 $. Donc, la balance, en fait, se retrouve dans les poches des agences de placement privées personnelles. Puis, en fait, les gouvernements successifs ont laissé ces agences-là proliférer dans les dernières années parce que ça faisait bien leur affaire de pouvoir compter sur des employés qui n'étaient pas soumis à des conventions collectives. Donc, je pense qu'il est temps de rectifier le tir. Puis je pense que si la pandémie peut justement nous permettre d'avancer comme société, ben, il me semble que ce serait la moindre des choses qu'on puisse réintégrer le plus possible ces employés dans le réseau public. Donc, ça viendrait donner des conditions de travail décentes à tous ces travailleurs, que ce soit des demandeurs d'asile, que ce soit des Québécois qui sont nés au Québec. Mais il me semble il est grand temps qu'on bouge dans cette direction. Très bien. Merci, Mme Fournier. Merci à vous.